Bertrand Pierre Sombo-Angoula est depuis quelques jours le nouveau directeur général de l'école d'administration et de la magistrature. Il a bénéficié de la confiance du chef de l'État, Paul Biya, qui l'a justement porté à cette haute fonction de la République et principalement dans l'une des écoles les plus prestigieuses du triangle national originaire de Yébzoum dans le département de la Haute-Zanaga, région du centre du Cameroun, chez les beaux-parents de Paul Biya. Le nouveau DG de l'ENAM a donc officiellement été installé à sa charge par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, qui surtout a salué sa bravo et même cette confiance qui lui a été accordée par le chef de l'État, le président de la République du Cameroun. Il faut donc le dire, il est désormais en poste depuis ce lundi et il a reçu comme prescription redorer le blason de l'École nationale d'administration et de magistrature, une école qui ne fait plus courir, même si elle continue d'être au centre de l'administration publique camerounaise, tout comme lui, le nouveau directeur général de Camtel est entré en fonction. Il s'agit de Mme Judith Achidi. Elle a été installée par le Minpostel qui, elle, lui a recommandé de tout mettre en œuvre pour repositionner la Cameroun Télécommunications, l'opérateur historique des télécommunications au Cameroun. Deux décrets pris par le chef de l'État qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours sur l'ensemble du triangle national, mais des décrets qui au moins annoncent certainement des couleurs pour ce qui est de ce septennat de Paul Biya, un septennat dit des grandes opportunités. Après le septennat des grandes ambitions, le septennat des grandes réalisations, nous sommes sur une nouvelle perspective que peuvent ces personnalités ainsi nommées à la tête de ces structures par Paul Biya. Tentative d'évocation et même de réponse dans cette édition de Tout au clair de ce mardi sur la télévision du Monde. Nous pourrons également évoquer la question des projets structurants au Cameroun. On le sait, plusieurs d'entre eux ont été mis en œuvre par le gouvernement de la République sous la conduite du président Paul Biya. Mais la plupart de ces projets tardent encore à véritablement décoller ou en rentrer effectivement en activité pour apporter plus d'opportunités, plus de développement pour le Cameroun, le berceau de nos ancêtres. Voilà les thématiques qui seront abordées dans le cadre de cette autre édition de Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair ce lundi, mardi et mercredi sur la télévision du Monde de 21h à 22h30. Merci, bonsoir mesdames, messieurs. Restez en compagnie de nos programmes qui commencent à l'instant pour ce qui est de cette autre livraison. Dans quelques instants, la présentation du panel. Justement, pour ce qui est de ce panel de ce soir, un panel assez éclectique, nous attendions 4 personnalités. 3 ont déjà fait leur entrée dans ce studio de Tout au clair sur la télévision du Monde. La télévision du Monde est sur le bouquet Canal Sat, position 305, et vous avez toutes nos émissions en direct et notamment Tout au clair comme ce soir de 21h à 22h30. Et puisqu'il s'agit de nos invités, nous commençons par notre gauche. Et bien évidemment, il est journaliste, il a fait ses armes dans le milieu de la presse au Cameroun, notamment la presse écrite et même la presse parlée, audiovisuelle surtout, et la radio. Il a donc accepté d'être avec nous ce soir. Thierry Niopé, il est aussi le directeur de publication de Reflet d'Afrique TV. C'est un nouvel engin qui devrait être mis en orbite dans les tout prochains mois puisqu'il est déjà en activité. Thierry, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de cette belle émission sur cette belle antenne. C'est un plaisir. D'ailleurs, c'est la première, hein, il faut le souligner. La première fois que vous devez m'inviter, c'est quand même vrai que j'avais un emploi assez compliqué pendant la période électorale et même post-électorale, à cause, vous l'avez souligné tout à l'heure, de la naissance d'un nouveau bébé que nous sommes
en train de fêter. Donc on admire les premiers jours encore, parce que pour l'instant c'est un média en ligne, c'est une web TV, Reflet d'Afrique Télévision, c'est un site internet www.refletdafriquetv.com. Merci pour la mais publicité. déjà, ce n'est pas de la publicité en toute confraternité, mais déjà, juste pour rappeler que tous les matins, nous servons une revue de la presse camerounaise, très souvent. voilà, qu'on envoie à tous nos contacts, et puis bientôt, on va lancer la revue de la presse africaine de manière holiste et les premiers programmes dès le mois de janvier 2019 en ligne. Donc, en beaucoup de attendant projets en d'être perspective. clair. Voilà, les choses ont suffisamment évolué. Merci à vous d'avoir accepté d'être là ce soir. Juste à côté de vous, un qui ne fait pas sa première sur Tout au clair et qui nous revient. Il est militant du Cameroun People's Party, Thierry Ndjifen. Bonsoir. Bonsoir M. Moutomé et merci d'avoir pensé à m'associer une fois de plus à votre réflexion de ce soir. Je salue également tous vos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent au Cameroun et en Afrique et partout dans le monde. Je voudrais rappeler également que la dernière fois que vous êtes apparu sur cette scène, nous avons reçu pas mal de messages de nos téléspectateurs qui ont salué votre participation et qui nous ont encouragés à vous rappeler sur cette scène en face. Nous avons un monsieur qu'on ne présente plus, il a fait ses armes dans la classe politique et surtout dans l'opposition. Aujourd'hui, il est l'un des porte-voix de ce qu'on a appelé le G20, mais il est président national du NMP, le nouveau mouvement populaire. J'espère que c'est bien prononcé. Lui, c'est M. Bondakani qui est là ce soir. Président, bonsoir. Bonsoir, M. Moutomé. Bonsoir, mes co-panélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs dans le monde. Oui. Salut vos techniciens. Saluons le plus souvent les techniciens. Pourtant, ils sont C'est bien d'une dommage. des chevilles ouvrières de... Sans qui rien n'est possible. Voilà. Alors, c'est un plaisir d'être à tes côtés pour ta grande émission. Merci à vous d'avoir accepté d'être en notre compagnie ce soir encore. Nous voulons préciser que nous avions également sollicité M. Aïssi Bessalajon qui nous a fait savoir à la dernière minute qu'il a un souci indépendant de sa volonté. Malheureusement, il ne pourra pas être en notre compagnie ce soir. Donc nous ferons avec vous trois, messieurs. Et nous avons deux sujets majeurs à discuter et à essayer d'apporter des éclairages à nos téléspectateurs à la maison. Nous espérons pouvoir leur donner le meilleur de nous-mêmes parce que sur cette scène, c'est toute la vérité, rien que la vérité. Sans être dans un tribunal, nous essayerons de vous apporter des éléments qui nous permettront d'être donc en phase avec vous ici et bien évidemment avec nos téléspectateurs à la maison. Même si on a quelques petits soucis techniques, on espère pouvoir les régler le plus rapidement possible. Alors, justement, pour ouvrir le bal de cette émission avec le premier sujet à l'ordre du jour, notamment celui en rapport avec l'administration et c'est un nouveau patron à l'ENAM et à Camtel, Thierry Ndjifen. On ouvre avec vous. Vous êtes journaliste, donc vous êtes un historien du temps présent, passé et futur. Une nouvelle est tombée, c'était jeudi dernier notamment, avec ce décret du chef de l'État, Paul Biya. Oui, c'est vrai quand même qu'on ne s'attendait pas à ce que les choses bougent, notamment au niveau de l'ENAM, parce qu'il y a des directions quand même qui suscitent beaucoup d'intérêt, ou ceux qui trônent à la tête de ces entreprises-là, ils sont depuis 2 décennies pour certains, voire plus. Je ne parlerai pas de M. Adolphe Mundiki et les autres. Il y a également d'autres directions quand même qui nécessitaient l'urgence d'un remplacement, notamment au niveau de la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Ce qui a été fait au terme d'un conseil d'administration, validé cette fois-là par le président de la République. Donc il y a des choses qui ont été faites. C'est un décret qui est arrivé. Le président, le chef de l'État reste le seul à savoir pourquoi il nomme, pourquoi il dégomme. Mais toujours est-il que c'est avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de satisfaction qu'on a vu arriver à la tête d'une école aussi prestigieuse comme l'école nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM, qui a été créée, il faut le dire certainement en passant, en 1959 et dont les sièges sont Yaoundé. C'est une école qui a formé la pépinière, en fait qui a formé l'essentiel des cadres qui dirigent l'administration camerounaise et donc c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on a vu un jeune de 32 ans, ça il faut le souligner, il est né je crois en octobre 1986, donc il a 32 ans. Au cours de la campagne électorale d'octobre 2018, dans les discours, on a vu une demande assez importante quand même de la classe, en fait de la jeunesse qui voulait un changement de paradigme, un changement d'homme
un renouvellement de cadres. Vous avez vu des formations politiques qui avaient en leur tête des jeunes faire foule. Je ne parlerai pas de Cabral Libi, je ne parlerai pas de Ndifo, je ne parlerai pas de Serge Espoir Matomba. Ils étaient quand même nombreux. Et peut-être le chef de l'État a compris qu'à travers cette nouvelle proposition-là, il fallait certainement faire avec les jeunes. Il a compris ce message. Il a décidé de nommer à la tête de cette école 2 jeunes qu'on espère seront à la hauteur des missions. Et certainement, on en parlera tout à l'heure, qui leur ont été assignés. On aura à revenir sur leur mission. Président Banda Kani, des jeunes à la tête de l'UNAM. Beaucoup de critiques ont été faites. Mais avant d'arriver à cela, est-ce qu'on a véritablement le sentiment qu'il y a un changement de paradigme dans la conception même de l'administration publique camerounaise aujourd'hui par le chef de l'État, Paul Biya? Non, je ne parlerai pas de changement de paradigme, mais c'est un indicateur c'est un indicateur de fidélité à ses engagements lors de sa prestation de serment. Il avait insisté sur la jeunesse en disant qu'il a compris le message qu'il lui a envoyé quant à leur volonté d'être associés aux affaires de façon plus approfondie, de façon plus réelle, de façon plus réelle. Donc, la nomination de notre jeune compatriote Sombo Angoula Bertrand est un signe clair. Le message est clair. Les critiques qu'on veut lui coller ne sont pas dignes d'intérêt. C'est vraiment, ce sont les camerouniaiseries. Ce n'est pas digne d'intérêt. Aujourd'hui, tous ceux qui se réclament d'une certaine expérience dans notre pays ont bénéficié de la confiance au début de leur carrière. Ils n'étaient pas compétents. Personne n'est compétent en début de carrière. Personne. Vous avez 1000 diplômes. Le diplôme ne donne pas la compétence. C'est sur le terrain que vous commencez à acquérir la vraie compétence. Donc, tous sont passés par là. On ne peut pas faire un procès de jeunesse à notre compatriote. Donc, nous sommes très heureux de voir que le président donne des indications claires, qu'il a compris tous les signaux que la campagne a dégagés, les signaux politiques. C'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que, au-delà du cas Angoula Sombo Bertrand, si on prend son adjoint, pas, je crois que c'est M. Aruna. Si vous prenez le cas de Mme Achidi, vous voyez qu'il y a des paramètres importants qu'il faut souligner dans cette nomination. Premièrement, j'observe que le président commence à faire confiance à la jeunesse de son parti. Moi, j'ai une lecture transpartisane du jeu politique. C'est intéressant de savoir qu'il commence à faire confiance. Aruna est un président de section. Même celui qui est président du conseil d'administration de Camtel, c'est un président de section. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand même, un des problèmes politiques de ce pays, c'est que, si on regarde le RDPC, c'est que des gens font la politique par décret, pour certains. On ne peut même pas dire la majorité. Et se vont entrer en conflit fondamental avec les politiques du parti à la base. C'est important de le souligner parce qu'il s'agit du Cameroun et que c'est le parti au pouvoir. Ça a créé des blocages terribles. Donc là, je veux souligner ça, de voir que ça va intéresser de voir qu'on fait la promotion au sein du RDPC des présidents de section. C'est important. Il y a des cas précis. Le cas Achidi, il est clair que c'est un message, une fois de plus, envoyé à la galaxie qu'on appelle la galaxie anglophone. J'aime pas ce mot, mais on fait avec. La galaxie anglophone continue à tendre la main et à montrer que le président n'a jamais dit, n'a jamais pensé que la solution était seulement militaire, mais que les solutions sont politiques, les solutions sont aussi dans ce type de gestes de confiance qu'on fait à Mme Achidi pour gérer une des mastodontes de notre secteur de télécommunications. Alors, Thierry Ndifed, des noms qui pour la plupart sortent de nulle part, à l'exception peut-être de Mme Achidi, qui a fait ses armes à Camtel et qui aujourd'hui trône à la tête de cette structure. À côté, on a le nouveau directeur général de l'UNAM qui est pratiquement anonyme, la nouvelle patronne de la SDP qui aussi est pratiquement anonyme. Est-ce qu'on doit pouvoir comprendre, comme le dit le président Banda Kani, que ce sont des signaux forts que le président Paul Biya voudrait envoyer à l'endroit de sa jeunesse, mais également de la population camerounaise tout entière? Bon, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que ces nominations font couler beaucoup d'encre et de salive. Maintenant, il faut dire qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce n'est pas parce que le président a nommé 1 ou 2 personnes qu'on dit entre guillemets jeunes, parce qu'il faut restituer les choses. L'âge médian au Cameroun, c'est 17 ans.
17 ans, et l'espérance de vie est aussi entre 50 et 52 ans. Donc quand vous avez 32 ans, il vous reste théoriquement 18 ans à vivre. Donc vous n'êtes plus aussi jeune que ça, dans le contexte camerounais. Si on veut voir les choses réellement, vous comprenez un peu. Donc ça veut dire que 65% de Camerounais ont entre 18 et 25 ans. L'écrasante majorité. 5% seulement ont plus de 60 ans. Et on parvient quand même à dire que bon, un jeune qui a fait quelqu'un qui a 32, 40 ans est jeune. Et les gens se sont scandalisés qu'il arrive à être DG de l'ENA, mais il faut être un peu cohérent. Moi, je pense que ce n'est pas un événement en tant que tel. Mais comme on est en Biari, il y a quand même des sujets comme ça qui permettent aux gens de gloser, de discuter. Les choses essentielles sont ailleurs. Cette actualité devait nous permettre de remettre en perspective la question même de l'existence fondamentale de l'ENAM. C'est quoi l'ENAM? Est-ce que c'est encore adapté au challenge de du développement du troisième millénaire? Est-ce qu'on peut effectivement se développer avec une école comme ça? Est-ce qu'on peut former les administrateurs civils et les magistrats, deux pouvoirs différents, dans un même moule? Ça, c'est les questions qu'on devait se poser. Maintenant, on est à discuter sur pourquoi il a 32 ans, etc. Mais ça ne va rien changer fondamentalement. Au prochain concours, le ministre va signer sa liste, le DG va signer sa liste comme d'habitude. Peut-être que les morts seront encore majors. Donc, les problèmes fondamentaux sont là. Et pour nous, c'est un non-événement. C'est un non-événement de voir un jeune dans une structure aussi prestigieuse que l'ENAM. En réalité, pour nous les jeunes devaient arriver plus tôt dans ce type de fonction. Si on était dans un pays qui fonctionne normalement, c'est parce qu'on est dans un pays où on a renversé les choses que ça devient un débat national. Parce qu'à 32 ans, on vous nomme directeur général d'un établissement public administratif. Vraiment. Moi, je ne vois pas trop bien. C'est une chose qu'on ne voit pas très régulièrement. Justement, c'est pour dire combien le mal est profond. Pour vous dire que le problème de fond est entier. C'est un problème de système. Ce jeune ou un autre ou une autre, je ne sais pas, ne va pas apporter les résultats escomptés pour le développement du Cameroun. On va finir ce débat. C'est les questions de réseau, de clan, parce que les gens veulent se positionner et positionner leurs gens. C'est tout ça, c'est tout ce débat-là. Mais le problème fondamental, entre-temps, les Camerounais vivent comment? Donc, personne ne vous parle de ça. On est en train de gloser, c'est un jeune, il vient de la Haute-Sanaga, c'est elle qui a favorisé, etc. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous devons retourner aux choses fondamentales et dire qu'il faut un changement de gouvernance radical. Changement de gouvernance radical. M. Biya, lui, il est arrivé aux affaires à 29 ans. Les Philémon Yang. À 3 ans à peu près de l'autre. Voilà. Donc, dans les postes les plus importants au Cameroun actuellement, personne n'a moins de 75 ans. Et on est en train de dire que le président a envoyé des signaux. Quels signaux? D'accord. Thierry Niopé, vous partagez ce point de vue ou alors vous estimez qu'il est un peu excessif en ne voyant pas tout de même que, puisque l'habitude n'est pas la chose la mieux partagée au Cameroun, que cela peut se constituer tout de même un événement, un nouveau départ dans le cadre de ce septennat? Je dirais pas pour moi que c'est un nouveau départ. Je dirais plutôt que on est quelque peu inscrit dans la continuité. Le président Manakan l'a souligné tout à l'heure, ce sont des jeunes du RDPC. Madame Achidi Achou n'est pas si jeune que ça. C'est la jeune féminine. Celle qui a été nommée Madame Mompio, je crois, à la SCDP n'est pas aussi jeune que ça. Donc, pour moi, il est davantage question de faire comprendre en fait que la nomination de quelqu'un a toujours fait bouger les lignes. La jeunesse camerounaise a demandé, a dit que les choses bougent quelque peu. On a semblé le voir. Mais pour moi, 3 ministères sur la 3 directions générales sur la pléthore des directions qu'il faut bouger, pour moi, je pense que c'est un épiphénomène. 32 ans, 36 ans, d'autres même sont partis juste quelques heures après cette nomination à dire, en fait, son retour a dit qu'il avait 26 ans. Pour moi, là n'est pas le débat. L'essentiel étant, c'est en fait, c'est de se poser des questions fondamentales. Est-ce qu'il sera à la hauteur de la tâche qui lui a été assignée? Est-ce que les réseaux, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, lors de son installation, a dit qu'il se réjouit que
qu'il ne soit pas encore, entre guillemets, moulé. Pour l'instant. Bah oui. Que sa virginité, entre guillemets, pourrait lui permettre de pouvoir travailler dans meilleures décisions et de travailler en toute sérénité. Mais moi, je continue à me poser des questions. Mais c'est justement ne rien comprendre, ou on fait exprès de ne pas comprendre comment ça fonctionne au Cameroun. Il est clair que ceux qui l'ont nommé attendent nécessairement quelque chose de lui. Ce n'est pas le chef de l'État qui a l'épuisé dans la panoplie des propositions qui lui sont faites. Il y a des gens qui sont chargés justement de gérer ce genre de dossier. Et ce sont ces gens qui ont choisi de le faire. Et je vous rappelle, si vous avez parcouru son CV au passage, que quand vous regardez sa trajectoire, elle n'est pas loin de celle de Emmanuel Macron. Il a été préparé, il a été moulé. Il a eu son sa licence en 2009. Et en 2009, avant même d'avoir sa licence, je vous rappelle que généralement c'est autour du mois de septembre que les décisions sont prises à ce niveau, que les délibérations sont arrêtées, mais il était déjà en janvier au cabinet civil de la présidence de la République en 2009. Déjà avant même véritablement l'obtention de sa licence. Ça veut tout dire. Et entre-temps, il a eu à travailler, il est quitté des études de sciences économiques, parce qu'il a eu une maîtrise en sciences économiques en 2010 pour aller obtenir une licence en droit en 2018, après avoir été intégré à l'ENAM comme auditeur de justice. En fait, c'est comme ça qu'on appelle ces magistrats, ceux qui sortiront magistrats de premier grade. Donc, il y a fait 2 ans. Bon, son CV est assez clair. Et ce n'est qu'après cette étape qui s'est permis d'aller faire une licence en droit. Donc, voilà quelqu'un qui quitte des sciences économiques, il devient magistrat, et puis comprend que bon, là, il aura affaire au droit, il va faire plutôt une licence en droit en 2018. Vous voyez que c'est un parcours assez atypique. Et quand vous regardez les stages qu'il a eu à faire dans ces différents ministères, dans les séminaires qu'il a eu, vous comprenez en fait que c'est quelqu'un qui était poussé, propulsé même. C'est pour ces raisons qu'on dit qu'il serait proche de l'entourage présidentiel. Et on peut comprendre, c'est encore tout un autre débat. Mais je dis, pour moi, ce sont des débats qui nous permettent juste d'animer la galerie. Les vrais problèmes restent et demeurent ailleurs. Il y a le scandale de la CAN qui semble quelque peu dilué grâce à cette activité. Qui est dépassé aujourd'hui. Non, elle n'est pas dépassée. Une pullule à pour les Camerounais, mais qui a été avalée. Non, elle n'est pas avalée. Moi, la preuve. Mais la question n'est pas là aujourd'hui. On parle des on n'est pas en nominations. train de parler de cela. C'est juste une digression pour vous dire que au moment où on en parle, les Camerounais attendent toujours que les têtes tombent, les têtes n'ont pas encore été coupées, on ne sait pas qui a fait quoi, et maintenant on nous ramène dans des débats stériles. Il y a une question qui vous sera réservée tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Okay, alors, Président Bandakani. Bon, d'abord, les signaux sont des signaux. Ce n'est pas autre chose que des signaux. Bon, on peut s'enfermer dans un radicalisme béat, pas choix. Ça a son honneur, ça a sa noblesse, mais ça aussi ses défauts. C'est de ne pas voir le mouvement dans ce qu'il a de spécifique. Il y a 4 directions qui ont bougé. Pour dire quoi? Non, pour dire à mon ami Difen que il faut faire attention quand on manipule les chiffres. Si on dit que 17 ans c'est l'âge moyen, et que c'est ça qui doit servir de repère pour savoir que tel c'est un jeune, à 17 ans, la plupart des Camerounais, des jeunes Camerounais, n'ont pas fini les études. Des études. Donc, notre ami Angoula, c'est un jeune. C'est un vrai jeune. C'est un vrai jeune, il est jeune. Nous devons nous réjouir qu'il soit nommé à un poste important. Les NAM, ce n'est pas rien dans la nomenclature institutionnelle du Cameroun. C'est aussi on fait la fiction. Les NAM, c'est un poste qu'on peut même assimiler à un ministère, même dire même plus important qu'un ministère. Dans l'aggiornamento technique de l'État, les normes, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le lieu qui cristallise la continuité de l'État. En tant que sphère où on forme les têtes de l'État. On ne peut pas dire que c'est n'importe quoi, ce n'est pas un petit poste. Donc, le signal est, de mon point de vue, fort. Mais, d'accord avec un différent, ce n'est qu'un signal. Nous n'allons pas dire plus ici. Ce n'est qu'un signal, mais il est fort. Il faut déjà savoir bien le saisir. Maintenant, là où je rejoins mon ami différent, c'est que il faut tout faire pour que les réseaux ne happent pas rapidement le jeune Angoula. C'est là où je crois que son interpellation a un sens. Mais là encore, je ne suis pas pessimiste comme lui parce que je crois à la capacité des jeunes Camerounais, quels que soient les horizons, n'est-ce pas, d'où ils viennent, n'est-ce pas, à résister au réseau. Il y en a qui peuvent résister.
Si nous croyons que les réseaux sont trop forts, arrêtons de faire la politique, arrêtons de croire que le pays peut changer. Mais les réseaux sont forts. Dans toutes les administrations, écoutez-moi, ils sont forts. Non, il y a des faits qui montrent qu'ils ne sont pas toujours forts que ça. On peut les briser. Ils ne gagnent pas toujours dans leurs initiatives. Donc ne cultivons pas un pessimisme qui fait même que, même si demain, il arrive même que par un coup de l'histoire, ceux qui sont opposants aujourd'hui deviennent au pouvoir, mais qu'ils soient surpris. Les réseaux ne sont pas si puissants que ça. Ils font quoi? Ils sont là, certes, mais on peut les briser. On peut vaincre les réseaux. Et je voudrais bien parier sur la capacité de ce jeune, que je ne connais même pas, mais il est très jeune. Je voudrais parier sur sa capacité à résister et à faire différemment comme les autres. Maintenant, c'est des soirs, c'est un autre débat. Je continue. Le rajeunissement de la fonction publique a commencé depuis. Si on réduit la fonction publique à certains postes de haut niveau, bon, l'argument de Mme Ndjifen tient. Mais si vous regardez la gendarmerie, la police, la préfectorale, il y a un mouvement profond de rajeunissement. C'est important. Le président Biafra parle éternellement. Il y a des jeunes là qu'on nomme, vous allez aller à Douala, vous allez partout. Il y a un sous-préfet à l'extrême nord qui a 23 ans. Je vous dis qu'il y a ce mouvement, moi j'ai pris le temps de l'observer. C'est sans bruit, mais vous le voyez, il y a un rajeunissement qui est réel. Ce n'est pas le fait du hasard. Ça veut dire qu'il y a une démarche quand même, il y a une démarche sensée qui a compris qu'il faut intégrer l'appartement, il faut la relève. Ce n'est même pas une affaire de sentiment. Mais on n'a pas dans la gestion de la ressource humaine de l'État, dans sa programmation, il est important d'anticiper sur le vieillissement des ressources. C'est évident. Dans ce cas, c'est clair. Il y a deux postes emblématiques qu'on peut souligner à des hauts niveaux pour répondre à Mme Ndjifen. C'est le CED. Le secrétariat du CED est entre les mains d'un jeune. C'est un fait. Monsieur Alamine May, il a été ministre des Finances, il était jeune. Il est encore jeune. Je ne parle pas de son bilan, mais il est encore jeune. Pour dire que il y a des choses qui ne vont pas. Mais quand des trajectoires sont ouvertes et qui vont dans le sens de l'amélioration, il ne faut pas lâcher ça. Parce que c'est à nous, demain, aux gens comme Ndjifen et d'autres, que ça va servir pour changer le Cameroun. Alors, il faut changer le Cameroun. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent déjà nous envoyer leur SMS puisque nous sommes sur une plateforme interactive. Envoyez-nous vos SMS à travers le 6 99 57 30 26. 6 99 57 30 26. Certains habitués de ce plateau ont déjà commencé à envoyer leur SMS. Si vous êtes hors du Cameroun, vous ajoutez l'indicatif 00237 et vous nous envoyez votre contribution, vous posez votre question. Nos panélistes se feront le plaisir de vous apporter des éléments de réponse. Thierry Ndjifen, vous êtes sceptique, mais est-ce que vous pensez que monsieur le nouveau directeur général de l'INAM a les épaules assez fortes, solides pour pouvoir, on le lui a demandé, à restaurer le blason de l'École nationale d'administration et de magistrature? Vous comprenez bien que moi, je ne veux pas faire un débat sur les personnes, vraiment. Moi, je parle des systèmes. Et c'est clair que avec le président Bandakane, nous n'avons pas la même conception de ce qu'on appelle jeune. Et on ne va pas s'éterniser dessus. Simplement, ce que je dis, c'est que ça fait 36 ans que M. Biya nomme les gens. Et en 36 ans, je crois, il a fait entre 34 et 35 gouvernements. Et rien n'a bougé. Rien n'a changé fondamentalement. On peut faire un peu de jeu de chaises musicales. Prenons on peut, dans la gendarmerie aujourd'hui, est-ce que les lignes n'ont pas bougé? Mais les lignes ont bougé. Quand on dit c'est trop facile, on gouverne avec des indicateurs. Quand on dit qu'il y a déjà un rajeunissement dans la préfecture, dites-moi que bon, sur 360 sous-préfets, il y a tel nombre qui ont 30 ans, qui ont 23 ans. Sur 58 préfets, il y a tel nombre. Sur 10 gouverneurs, vous me prenez des indicateurs. Vous ne dites pas ça comme ça parce qu'à l'extrême nord, il y a un sous-préfet qui a 23 ans. Et quoi? Sur 360, vous prenez des indicateurs clairs si vous voulez mettre en exergue ce type d'exemple pour dire qu'effectivement, les choses ont bougé. Et puis quand nous parlons de la jeunesse, il ne s'agit pas de donner quelques strapontins aux jeunes. Il s'agit de mettre en place des politiques publiques qui prennent en compte les aspirations des jeunes. Vous pouvez être des gens qui gouvernent, qui ont 60 ans, 70 ans, mais si les politiques publiques qui sont mises en place prennent en compte les aspirations, les désirata des jeunes, personne ne s'en plaindra outre mesure. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui nous gouvernent, qui sont arrivés aux affaires étant très jeunes, comme on peut le rappeler ici,
ne prennent pas en compte les aspirations des jeunes d'aujourd'hui. Et c'est donc la raison pour laquelle on peut être tenté de penser, à tort ou à raison, que si les jeunes étaient à des postes de responsabilité ou bien dans des sphères de prise de décision, peut-être qu'ils prendraient davantage en compte les désirata des jeunes dans les différentes délibérations ou la mise en place, la conception, la mise en œuvre des différentes politiques publiques. Donc voilà le sens dans lequel nous abordons cette question. Il ne s'agit pas de donner 1 ou 2 postes à des jeunes pour dire qu'on est en train de prendre en compte les problèmes des jeunes. Quant aux lignes qui bougent, il ne s'agit pas d'un problème de personne, encore une fois. Vous allez voir toute la bagarre des réseaux qui va se mettre en place d'ici mai. On va organiser les concours à l'ENAM dans 5 mois. Et on sera sur ce même plateau pour décrier tous les autres tas, parce que ça a toujours été ça. Il y a toujours eu la bagarre entre le ministre de la fonction publique et le ministre et le DG de l'ENAM. Et ils attendent que le président vienne trancher. Toujours, depuis des années, depuis longtemps. Ça a toujours été ça. Mais je vous disais tout à l'heure qu'on devait saisir cette pêche pour poser même le problème de l'ENAM. Pendant le cinquantenaire de l'ENAM, Paul Biya lui-même, qui est en train de nommer des gens à l'ENAM, a dit que l'ENAM n'était plus adapté pour les défis du Cameroun actuellement. Donc nous sommes en train de parler de la nomination des uns et des autres, mais le problème fondamental est là. Est-ce qu'on peut continuer à former des administrateurs civils avec des magistrats? Thierry Niopé, est-ce que aujourd'hui, le nouveau moule qui est proposé à l'ENAM à travers son nouveau directeur général peut inverser la tendance? Ne plus être cette école où on y entre que si on a donné un bac chiche de 2 millions, 5 millions, si on a un réseau, si on a un parrain, si on est le fils du gouverneur, le fils du ministre, est-ce que ça peut changer avec M. Angoula? Non, mais comprenez que les choses ne changent pas du jour au lendemain. Comme ça, ce n'est pas... Il ne va pas utiliser une baguette magique pour faire bouger les choses. Non, il a cette dit, on l'a écouté au sorti de la cérémonie protocolaire qui a précédé son installation. Il a dit que les uns et les autres doivent se remettre au travail parce que c'est un nouveau paradigme, les choses vont quelque peu changer, il faut qu'ils croient en leur potentiel et tout le charabia qu'on peut écouter dans des discours officiels. Mais n'oublions pas, on l'a souligné tout à l'heure, je l'ai dit au début, j'ai essayé de démontrer à travers son cursus qu'il est le produit d'un système. Et tant qu'il est le produit de ce système-là, il n'est pas arrivé à ce niveau comme par hasard. Je vous rappelle qu'il a travaillé au moment où il obtenait sa licence, au cabinet civil de la présidence de la République. Dites-moi combien de Camerounais ont la grâce, je peux utiliser la grâce, effectivement, de travailler à la présidence de la République alors qu'on est à peine en train d'obtenir sa licence. Ils sont très peu. On les comptera certainement au bout des doigts d'une seule main. Donc, voilà, il est clair que c'est le produit d'un système. Maintenant, est-ce qu'il aura la capacité d'aller au-delà de ce système-là? Toute la question, j'en doute fort. Mais je continue à croire que sa virginité, entre guillemets, pour utiliser les thèmes du ministre de la fonction publique de la réforme administrative, M. Joseph Anderson Ley, qu'il pourrait peut-être faire bouger les lignes. La jeunesse, peut-être, peut pécher pour eux. Je pourrais leur donner le bon Dieu sans confession, mais toujours est-il que le système dans lequel nous évoluons me pousse à me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il aura les épaules, pour utiliser vos thèmes, suffisamment solides pour refuser une liste qui viendrait du président de l'Assemblée nationale, par exemple? Je n'ai pas dit qu'il envoie des listes. Pour résister à la pression qui lui viendrait, par exemple, du secrétariat général de la présidence de la République ou du cabinet civil de la présidence de la République où il est passé, j'en doute fort. Donc, toujours est-il que malheureusement, ce sont des petits éléments qui viennent un peu dissoudre cette volonté du chef de l'État à faire bouger les lignes. Mais n'oublions quand même pas que ceux qui gèrent aujourd'hui sont appelés à partir d'une manière ou d'une autre. Je l'ai toujours dit aux jeunes, le Cameroun de demain est notre propriété, ce n'est plus la leur. Ils font partie du passé, ce sont des fossiles pour moi, qu'ils le veuillent ou pas, ils partiront un jour. Le chef de l'État a plus de 85 ans, il va partir d'une manière ou d'une autre. Il ne peut plus faire 50 ans à la tête de ce pays. Même si, parce que n'oublions pas, le mandat n'est pas limité au Cameroun. Donc même s'il revient en 2025, il ne pourra certainement pas revenir en 2035 ou en 2032. C'est pour vous dire que d'une manière ou d'une autre,
c'est irréversible, le processus est irréversible. Les jeunes doivent cesser d'être le fer de lance de la nation. Parce que c'est une anecdote. On a le fer de lance quand il va, quand le chasseur utilise la lance pour aller à la chasse, il utilise la lance pour tuer la proie. Et quand il tue cette proie, il rentre à la maison, on finit de dépouiller la proie, il s'assoit à table, il mange, sans tenir compte de ce fer ou de cette lance qui sont gardés. Et les jeunes ne sont pas impliqués dans le processus de prise de décision. Il faudrait donc que les jeunes cessent d'être le fer de lance de la nation pour prendre leurs responsabilités en main et être, pourquoi pas, la grâce ou le leitmotiv de la nation. Alors, président Bandakani, dans cet engrenage-là, le jeune doit être au devant de la scène. C'est le vœu pieux de Thierry Niopé sur ce plateau, mais en même temps, il y a une question fondamentale qui reste. On a un jeune à la tête de l'INAM, c'est vrai, mais est-ce que cette structure doit rester telle qu'elle? Ou alors elle doit complètement être reformée 50 ans après sa mise en fonction? Bon, je suis heureux que mon ami Ndjifen se soit démarqué du jeunisme en convoquant la nécessité qu'il y ait des politiques publiques qui permettent à la jeunesse, aux jeunes de s'épanouir. On est d'accord avec ça. Mais je prendrai une figure concrète pour qu'il comprenne ce que je veux dire, c'est que lui, le fait qu'il soit seul sur cette table, ou bien qu'il fait la politique au niveau où il a fait, à l'âge qu'il a, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas les jeunes qui l'entraînent derrière lui, qu'on ne le voit pas? Moi, je le connais. Il a les jeunes qui l'entraînent derrière lui, beaucoup de jeunes. Il sait qu'il peut pas me contredire. Mais c'est lui, dans le cas d'espèce, qu'on voit. Je prends cette figure pédagogique pour faire comprendre que ça, parce qu'au niveau de la préfectorale, à des postes élevés de la préfectorale, ou comme le poste de préfet ou gouverneur, il n'y a pas beaucoup de jeunes, comme il dit, qu'il peut remettre en cause la tendance au rajeunissement qu'il y a dans la préfectorale. À cause de ce que j'appelle des politiques irréversibles de renouvellement de la ressource humaine, simplement. Ça ne veut pas dire simplement. C'est ce que je veux lui faire dire. Donc, il sait ça. Je parle de ça. Je n'ai pas dit que des jeunes, on a nommé gouverneur, tout ça est constant. Encore que dans la gestion de la ressource humaine, des carrières dans des secteurs comme ceux-là, on ne peut pas faire dans le jeunisme. Il y a des exigences de performance, d'efficience, qui n'ont rien à voir avec le jeunisme. Mais aujourd'hui, je répète, je dis, dans la police, dans la mairie, la tendance au rajeunissement, elle est réelle. Le nier, ce n'est pas être honnête. Voilà. Donc, il n'est pas question de dire ici que le système a changé parce qu'il y a cette nomination. Non, non, on l'a dit au début. J'ai été le premier à dire ici qu'il n'y a pas de changement de paradigme à partir de ces nominations. Je l'ai dit. Mais je ne veux pas crier, en faire sauter votre toiture pour faire plaisir à mon ami. Mais en même temps, et là je vais revenir à la question de l'ENAM, nous avons une lecture transpartisane du jeu politique au Cameroun, c'est très important. Pour la simple raison que les hommes passeront, l'infrastructure étatique va rester. Et c'est la propriété de tous les Camerounais, de tous les partis politiques. C'est-à-dire que si demain le RDPC n'est plus au pouvoir, ça arrivera, comme Thierry Niopé l'a dit, si mon frère Ndjifen arrive au pouvoir, il ne partira pas d'une réalité est-nihil au vide. Il va s'appuyer sur ce qui est là pour appliquer son programme. Fut-il le programme le plus génial du monde, il va s'appuyer là-dessus. Donc il faut qu'on commence très tôt à savoir considérer les acquis qui existent, à savoir les analyser dans ce qu'ils ont de pertinent, à ne pas surtout se focaliser sur ce qui est mauvais. Il y a des acquis extraordinaires dans ce pays depuis 50 ans. Extraordinaires. Il faut consolider ça. Il faut valoriser ça. Pas toujours dramatiser, dresser le tableau noir. Au point où on peut avoir l'impression qu'on fait que rien ne marche pour qu'on ait raison. Non, notre pays, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses extrêmement négatives. Même sur le plan systémique. D'ailleurs, une lecture systémique permet justement de ne pas transiger avec cette exigence fondamentale d'une lecture systémique, à savoir qu'il n'est pas possible qu'une réalité soit noire simplement. Non, c'est impossible. Il y a des acquis, il y a un actif, il y a un passif. Nous, on a préféré à notre niveau, au niveau du NMP, de commencer à valoriser le passif, l'actif, de manière transpartisane. On ne peut pas s'attarder sur les querelles partisanes qui souvent masquent... non, masquent même des démarches qui ne sont même pas solides dans le fond. Maintenant, c'est la question de l'ENAM. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut dissoudre l'ENAM. Ça n'a pas de sens. L'histoire de l'État du Cameroun... Le candidat à la présidentielle l'a proposé. Non, je réponds à votre question.
Je suis en train de dire que, et d'ailleurs, proposer un truc à la présidentielle, ne pas dire qu'on va l'appliquer, ils sont au pouvoir. Tout montre d'ailleurs qu'ils ne peuvent même pas l'appliquer. Donc, l'histoire de l'État du Cameroun se confond avec les NAM. Et c'est une bonne chose que l'État du Cameroun puisse avoir la capacité de former ses agents. C'est une très bonne chose. Les NAM, il faut le reformer sérieusement. On est d'accord là-dessus, c'est clair. Il faut le reformer sérieusement. Parce que le cap qu'on a imposé à les NAM dans le contexte où tu as le Cameroun, il est mauvais. Il n'y a pas de débat là-dessus, il est mauvais. Mais jeter le B avec le débat, ça allait très vite. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut maintenir les NAM. Il faut le réformer sérieusement. Et une réforme de l'ENAM ne peut réussir qu'avec une vraie réforme de l'État du Cameroun. Donc ce n'est pas seulement l'ENAM qu'il faut... si on raisonne comme ça, il faut même jeter tout l'État du Cameroun avec l'ENAM. Parce que les deux vont ensemble, sont liés. Donc une vraie réforme de l'État du Cameroun, pour laquelle nous militons sérieusement, va de pair avec une réforme de l'ENAM et une transformation de l'État de notre pays. Mais ça, c'est un... Vous savez, en politique, on dit, il y a ce que vous souhaitez, il y a ce qui est faisable. L'art de la politique, c'est de rendre le souhaitable faisable. Ce n'est pas facile souvent. Et il faut savoir, comme je dis toujours, mesurer, savoir coordonner une dynamique des acquis et avec un idéal qu'on veut atteindre. Alors, on a quelques SMS qui sont déjà arrivés sur notre contrôle. Bonsoir sur le plateau, très belle émission. La nomination du patron de l'INAM ne va pas changer les problèmes de cette école. Est-ce qu'il va pouvoir être à la hauteur des dits non aux différents réseaux qui se passent à la main? J'ai une question. Est-ce que le président de la République peut-il nommer un jeune capitaine sorti de l'ENIA 2 ans après, chef d'état-major des armées? C'est une question. Pourquoi les mêmes? C'est une autre question que soulève M. Essomé Eyengue Stéphane sur ce plateau. Gardez les questions, s'il vous plaît. On va y revenir tout à l'heure. Alors, M. Carole Fonjo nous écrit depuis Chapelle au Billy. Bonsoir au plateau. Je pense que cette nomination n'est pas un acte purement administratif. C'est pour cela que l'ancien directeur a manqué la séance en étant absent. Vu les différents problèmes qui découlent de cette institution, il faudrait jumeler l'intellect à la carrure de la personnalité. Suivez mon regard. Un autre SMS, très belle démonstration de la part de M. Thierry Patrick depuis Bepanda qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir, je suis d'accord avec M. Ndifen. La nomination du DG de l'ENAM est très loin d'être salutaire. C'est une nomination politique d'un système bien ficelé que M. Bandakani arrête d'égarer les populations. S'il a... S'il a retourné sa veste pour le parti au pouvoir en espérant une quelconque nomination, c'est de bonne guerre qu'il ne dit pas d'une personne qu'elle ne peut pas lutter pour véritablement changer les lignes. C'est à prendre, ou alors c'est prendre les Camerounais pour des dupes. C'est M. Tchambe Vincent qui nous a envoyé ce SMS. Si vous ne nous appelez pas, envoyez-nous simplement votre SMS à ce numéro de téléphone. Bonsoir, votre débat est éducatif, mais le Cameroun, c'est le Cameroun parce qu'on nomme n'importe qui là où on a toujours à dire, le système en place est tellement dominant au point où il faut justement regarder, écouter et rester tranquille. Tant que M. Biavi, cela restera tel quel, rien ne va changer, c'est son point de vue, même s'il n'a pas donné son nom. Bonsoir, nous voulons la paix au Cameroun, il faut rapidement trouver une solution au problème anglophone. Nous avons discuté de cette question hier, ces nominations ne sont pas la solution. M. Bia doit aller à Boya et à Bamenda pour que le pays retrouve la paix. C'est Loïc de Douala qui nous a envoyé ce SMS. Si vous ne n'appelez pas ce numéro de téléphone, envoyez-nous simplement votre SMS. Nous nous ferons le plaisir de le lire sur ce plateau. Bonsoir au panel. Je ne sais pas pourquoi la nomination de M. Angoula fait l'objet d'un débat. Les Camerounais ont toujours tiré sur le gouvernement vieillissant de Paul Biya. Aujourd'hui, la vision du chef d'État est autre. Alors, ne soyons pas pessimistes et croyons que la jeunesse peut dans notre pays. C'est Mme Carole Nana qui envoie ce SMS pour nos nombreux téléspectateurs qui sont également en train de suivre cette émission en direct de la télévision du Monde. Je vous rappelle que nous sommes en live sur cette tribune. Bonsoir à vous, M. Bandakani. Vous n'avez pas compris. Ils mettent les jeunes
qu'ils ont déjà formaté. La FECAFOOT, c'est l'équipe IA qui prend les commandes. C'est Jack qui nous envoie ce SMS et il pense que vous avez accepté de soutenir la politique de Biya. Vous voulez quel changement aujourd'hui? Vous ne pouvez pas combattre ce que vous soutenez. C'est le point de vue de Jack sur cette question. Alors, un autre SMS. Bonsoir le plateau. Monsieur Bandakani pense que le président Biya nomme les jeunes à des postes clés. Le G20 n'a que des amis qui soutiennent Biya. Pour la plupart, ils sont tous jeunes. C'est monsieur Moussa depuis Douala qui a envoyé ce SMS. Bonsoir à vous, monsieur Moutomé, et à vos invités. Je suis très déçu de cette nouvelle présidence. Je ne comprends pas bien. Bonsoir à vous. Bonne émission. Dites à M. Bandakani de chercher son poste tranquillement, qui n'a rien d'autre à faire que de soutenir Paul Biya en attendant d'avoir un poste. C'est M. Charlie de PK9. Je pense que M. Bandakani est en train de noter toutes ces... et il va y répondre tout à l'heure. Bonsoir à vous en studio. Je vous assure que c'est un gars qui a été monté de toutes pièces. Cela se justifie d'abord par son parcours scolaire. M. Bandakani ne peut pas l'ignorer. Bonsoir, je ne sais pas le pourquoi Biya ne nomme pas les élites de la région de l'Est du Cameroun. Voilà notre problème qui est posé par un Camerounais qui est certainement dans la région de l'Est. Bonsoir à vous. Nous attendons aussi la nomination des docteurs au poste de recteur. C'est donc une autre problématique qui est soulevée. Alors, a-t-on raison de faire confiance aux jeunes pour former les autres jeunes, ou cette politique ne serait-elle pas la confiance que le président de la République commence à mettre sur les jeunes, ou encore serait-il un piège pour montrer les limites de la jeunesse camerounaise? C'est Joël de Douala qui nous a envoyé ce SMS. Nous avons plusieurs SMS encore en attente. Monsieur Difen? Oui, je voulais... il y a une question qui a été posée. Est-ce que le président de la République peut nommer un capitaine sorti il y a 2 ans directeur de l'EMIA? Non, pas directeur de l'EMIA. Chef d'état-major. Chef d'état-major. En principe, le président nomme aux emplois civils et militaires. Il a le plein droit. Donc, il nomme de façon discrétionnaire. Et les actes de nomination, là, sont ce qu'on appelle en droit administratif des actes de gouvernement. Donc, même si vous saisissez un juge administratif pour contrôler la légalité ou la constitutionnalité de ces actes, il va se déclarer incompétent. Donc, en principe, le président de la République peut nommer aux emplois civils et militaires qui il veut. Maintenant, il y a quand même certains types d'exigences, comme M. Bandakani parlait dans la préfectorale. Si vous avez un administrateur civil principal hors échelle et sur qui vous nommez peut-être un administrateur civil ou bien un secrétaire d'administration, ça peut poser quelques problèmes d'élégance. Mais en principe, le président de la République nomme qui il veut. Donc ce problème ne devrait pas se poser normalement. Mais le problème se pose davantage parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas une lisibilité, une trajectoire, une traçabilité. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'on... Mais ce n'est pas la première fois que Paul Biya nomme un jeune à une haute fonction. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Hein. Dans notre parti, vous voyez, c'est des jeunes partout. Ça fait 10 ans au moins que je milite, que j'occupe des postes de responsabilité dans mon parti. Il y a plus jeunes que moi encore qui occupent des postes de responsabilité. Ça ne nous pose aucun problème. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que ça fait tant de débats? C'est parce que, en fait, tout le monde se dit ça, même sous cap et même publiquement, que le gars n'est pas arrivé là parce qu'il est le plus méritant des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes magistrats qui ont moins de 40 ans, qui ont 30 ans, qui ont au moins 10 ans de carrière, qui sont capés, qui sont 2e, 3e grade, mais qui ne sont pas nommés, qui ne sont pas chefs de juridiction, qui ne sont rien. Et donc, les gens peuvent quand même se poser la question. Est-ce qu'on n'a pas voulu sortir aussi de l'ordinaire? Ça, c'est le classique. C'est-à-dire que prendre quelqu'un qui a un 2e, 3e grade, qui est même hors échelle. Ça ne me pose aucun problème. Mais je veux juste attirer votre attention pour que vous compreniez pourquoi est-ce que l'opinion publique s'émeut. C'est parce qu'on est dans un système dont on sait comment les nominations se font. On sait que ce n'est pas forcément objectif. Je n'ai rien contre... Monsieur Angoula, je ne le connais pas et je lui souhaite bon vent. C'est même une chance de ne pas le connaître. Mais je sais pertinemment, et nous tous nous savons, que ce n'est pas du fait de sa personne, c'est du fait du système que sa mission ne sera pas accomplie. Parce que, effectivement, si vous prenez les listes des gens qui... Pourquoi vous dessinez le diable sur le mur de sa porte? Ce n'est pas moi. Mai 2019 n'est pas loin. Vous allez nous appeler sur ce plateau, vous verrez les scandales qui vont émailler. Comme d'habitude, ça ne va pas changer. Donc, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa personne. Vous comprenez, c'est
un problème systémique. D'accord. Et comme M. Madakani a dit, il nous faut réformer le Cameroun totalement. Parce que l'ENAM n'est plus adapté à nos besoins. C'était un instrument colonial. Et le Cameroun doit définir ses propres aspirations en fonction de ses propres réalités. Effectivement, ça fait partie de notre histoire. On peut le mettre dans un panthéon et redéfinir. Je pense qu'il y a des pays qui n'ont pas l'ENAM, mais qui ont des hauts fonctionnaires. On forme les fonctionnaires. Ils ont des magistrats, ils ont des fonctionnaires qui sont performants. Donc nous ne sommes pas obligés d'avoir l'ENAM pour avoir des hauts fonctionnaires. Oui, Thierry Niopin. En fait, on peut appeler cela n'importe comment. Ça peut être l'ENAM, ça peut être n'importe quoi. L'essentiel, c'est que les gens la soient fonction performants. publique est quand même des gens qui sortent d'un moule. Parce qu'on ne peut pas, sortir S Nilo pour venir gérer un certain nombre bon, ça, de choses c'est un francophone, hein, M. Niopin. Réalité, aux États-Unis, quel est le moule qui forme les hauts fonctionnaires? Au Nigeria, quel est le moule qui forme les hauts fonctionnaires? Non, mais il faut qu'on arrête. Chaque État a sa manière de gérer un certain nombre de choses, de voir un certain nombre de choses. Il faut qu'on change de paradigme. On peut, parce que même dans des écoles de formation, on forme des gens. Aux États-Unis, on forme les fonctionnaires. Des Transports, on forme les fonctionnaires aux États-Unis. Est un produit du secteur privé qui n'a pas été nécessairement formé à l'ENAM. Ils sont nombreux comme ça. Donc, c'est pour vous dire que l'essentiel n'est pas là. Pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir des cadres compétents. Ils peuvent être issus de n'importe quoi, de n'importe quel moule. L'essentiel, c'est qu'ils soient compétents pour gérer les dossiers et les missions qui leur sont assignées. Maintenant, pour ce qui est du cas de M. Soumbou, c'est un... Jusqu'à présent, les gens ne se sont pas encore accordés simplement parce que quand on regarde sa généalogie, on se rend compte effectivement que on a comme l'impression que c'est la gérontocratie qui est en train de se perdurer à la tête de l'État avec cette nomination-là. Parce que, je vous rappelle, qu'on le veuille ou pas, il sort de l'entourage de la présidence de la République. Il faudrait que les Camerounais le sachent. Mais pour moi c'est un débat puéril. Le vrai débat est ailleurs. On a nommé un jeune, est-ce qu'il a la compétence requise? J'espère que oui. Parce que le grade ne confère pas la responsabilité. Le président Badakana a dit qu'on acquiert la compétence sur le terrain. Effectivement, il peut être, vous et nous, ça fait 20 ans que nous pratiquons ce métier. Je vous rappelle que je n'ai pas eu la compétence qu'il fallait lors de la rédaction de mon premier papier en radio, mais non, je ne peux pas vous expliquer la trouille que j'avais lors de mon passage à l'antenne. Donc, mais aujourd'hui, pourtant, tu sortais de l'école. Comme un jeune enfant. Donc, en réalité, on acquiert au fil du temps, au fil du travail. Il n'est pas un novice à l'ENAM. Qu'on le veuille ou pas, il n'est pas un novice à l'ENAM. Il y a quand même passé 3 ans à scruter. Il a été au cœur, entre guillemets, de la mafia, de la gestion des affaires au quotidien, qui peut comprendre un certain nombre de choses. Mais il sera accompagné parce qu'on n'est pas directeur de l'ENAM pour enseigner. Parce qu'il faudrait que l'on le dise. Il n'est pas un enseignant, il vient là pour gérer l'administration, comprendre les problèmes, proposer des solutions. Il a des conseils, il y a des gens qui l'entourent. Et accompagnons-le, faisons en sorte que cette mission soit salutaire et que l'ENAM cesse d'être cette école où on achète nécessairement des places pour y entrer et que la méritocratie, parce que je crois quand même qu'il y a des jeunes qui ont beaucoup de valeur dans ce pays. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des valeurs dans ce pays. Il faudrait que la méritocratie, d'une manière ou d'une autre, prime, M. Moutomé. La méritocratie doit primer de toutes les façons. Je crois qu'il faut quand même qu'on soit un peu plus... Il nous reste 3 minutes autour de ce sujet et on a encore une cinquantaine de SMS. Il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Dans quel sens? Dans aucun pays au monde, ce qu'on reproche à l'État du Cameroun, tel qu'il est, c'est-à-dire que... Tout ce qu'on reproche à l'État du Cameroun existe dans ces États, y compris les plus avancés. Vous prenez les États-Unis. Le président nomme les gens sur la base de quoi? De la confiance. On nomme les proches aux postes sensibles. Vous n'avez pas vu la question qu'il y a le juge qu'on a nommé dernièrement aux États-Unis comme juge? Malgré tout le tollé qu'il y a eu dans ce que dit la peine de l'opinion, M. Trump, parce qu'il a confiance en lui. C'est comme ça. Aux États-Unis, vous avez 1000 postes quand vous êtes président, vous êtes arrivé, pour nommer les gens de confiance proches. Là-bas, ils ont légalisé. Vous nommez qui vous voulez là-bas, proche. Donc, il y a quand même un niveau de débat. Écoutez, dans tous les pays du monde, il y a un niveau de débat quand même que nous ne devons pas descendre. Au nom de l'antibiaïsme primaire, quand même. C'est-à-dire que monsieur Angoula, c'est un Camerounais, ça me suffit, c'est un Camerounais. Les labyrinthes tribaux,
à partir duquel on détruit la Camerounité dans l'autre pays. Moi, je ne me suis pas là dans ça. C'est un Camerounais. Même s'il y a les scandales demain, il n'est pas le premier à inventer. Moi, je suis content qu'on ait fait confiance à un jeune à ce poste-là. Nous n'avons pas dit le contraire. Moi, on demande de quoi? Donc, moi, je dis, je suis content. Je ne veux pas savoir de quelle origine il est machin. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Il faut qu'on sorte un jour de cette position tribale. C'est un Camerounais. Il faut lui faire confiance. Ceux qui ont pris l'État du Cameroun au début, à sa naissance, n'avaient aucune expérience. Ils ont appris en faisant. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils ont acquis l'expérience. Et quand l'État camerounais, quand un camp est debout, avec cet art, mais aussi avec ses performances. Je voudrais parler de l'opinion publique. Tout à l'heure, mon ami Djifen a évoqué. Mais on fabrique l'opinion publique. Il le sait. La sociologie de l'opinion publique nous enseigne qu'on la fabrique. Elle n'est pas neutre. On la fabrique à travers un ensemble d'instruments, formels ou informels. On peut décider qu'une opinion publique doit être telle à un moment donné précisément. Et les instruments qu'on a mis en place vont dans ce sens et vous produisent une opinion publique. C'est connu. Toute la sociologie des médias dans le monde entier a fait un travail dessus qui démontre que l'opinion publique n'est pas neutre contrairement à ce qu'on croit. Donc, il faut en tenir compte. Moi, on ne gouverne pas un pays à partir de l'opinion publique. Je voudrais terminer à ceux qui m'ont interpellé pour dire que le fait que je soutiens le président Biya n'empêche pas qu'on le renverse. Hein. Je n'ai pas empêché, je l'ai seulement soutenu. D'autres qui veulent le renverser, je ne voudrais pas empêcher de le renverser. Donc, si vous échouez à chaque fois à renverser celui que vous avez déclaré votre ennemi, posez-vous les questions sur votre stratégie et sur votre démarche. Donc, moi, j'ai soutenu le président Biya, je n'ai pas empêché à ceux qui ne veulent pas de lui qui le renversent. Ça fait 36 ans qu'il est président du Cameroun. Alors, on a pas mal de SMS, on va essayer de lire quelques-uns. C'est M. Zebou Ousseni depuis Kumba qui nous envoie ce SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Je dis merci à M. Thierry Nyopé et à M. Thierry Djifen du CPP qui connaissent très bien les problèmes et les desiderata des Camerounais. Et il ne manque pas de vous remercier une fois de plus. Que le nom de ce jeune sous-préfet de l'arrondissement soit... Quel est le nom de ce sous-préfet? Alors, on ne va pas fouiller dans tous nos répertoires là tout de suite. Monsieur Bandakani, ce téléspectateur pense qu'il est énormément déçu par l'opposition camerounaise qui est moins vivante. De toutes les façons, pour lui, le décret ou les nominations faites par le président Paul Biya ne vont pas changer grand-chose. C'est Joël depuis Biémassi à Yaoundé qui nous envoie ce SMS. Pessimisme. Alors, beaucoup de pessimistes sur les SMS. Monsieur Bougna également nous a envoyé un SMS de Bafia. Il dit comment on peut combattre les réseaux sans s'attaquer au système puisqu'il est consubstantiel. C'est son SMS en cette émission ce soir. Le DG est jeune, mais il est téléguidé. Il ne prend pas par lui-même les décisions. C'est M. Latino Décor de Sancho qui nous a envoyé ce SMS ce soir. Bonsoir à vous. Je vous écoute, je vous suis et je comprends que celui que vous appelez président a toujours raison puisqu'il défend malheureusement la cause perdue et je crois que les autres membres ont raison. Rien ne va changer. Le discours est resté et demeuré le même. C'est un autre Camerounais qui a envoyé ce SMS. Un jeune dans un poste de direction est bien. Il pourra soit prouver qu'il a été bien formé ou il est le produit d'un système décrié comme médiocre. C'est Francis qui nous a envoyé ce SMS, même si le SMS n'a pas été signé. Bonsoir à vous. Pour moi, cette nomination est un non-lieu. Le Cameroun a des problèmes beaucoup plus profonds. Alors, il faudrait se consacrer à ces problèmes-là. C'est M. Rounet de Garoua qui nous a envoyé ce SMS ce soir. L'ENAM, c'est une mastodonte. Comme on avait dit, De Gaulle à l'ONU est une catastrophe qui doit disparaître. Nommer un ange n'est pas forcément la solution et cela ne changera pas grand-chose. C'est M. Guillaume ou Gustave de Bafia qui nous a envoyé ce SMS. Alors, un dernier tour d'étape pour sortir de ce sujet rapidement, M. Djifen. Oui, je voulais dire quand même que, quand on fait des comparaisons comme ça, tout de go pour dire qu'aux États-Unis, on peut nommer qui on veut, sans préciser quand même que les systèmes sont différents. Puisque aux États-Unis, la nomination des hauts fonctionnaires est soumise à la sanction du Sénat, par exemple. Et il peut arriver qu'on retoque, qu'on demande au président de revoir sa copie, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. On ne dit pas aussi qu'aux États-Unis,
un juge, n'importe lequel, peut casser un décret qui est pris par le président des États-Unis. On a vu sur l'immigration comment est-ce qu'un juge a dit que le décret pris par Trump était illégal et ça a été cassé et puis il n'a pas eu gain de cause. Donc ce n'est pas tout à fait le même système. Ici, on est dans un régime hyper présidentialiste où c'est l'homme providentiel, c'est Dieu, le président, c'est Dieu. D'autres ont même dit qu'ils étaient ses créatures. Donc, vous pouvez comprendre aisément qu'on n'est pas tout à fait dans le même système. Mais bien évidemment que vous nommez les gens que vous connaissez, vous nommez les gens qui ont votre idéologie, ça c'est connu, c'est normal. Maintenant, on dit que construisez-nous des systèmes qui dépassent les individus, que ce soit M. Biya, que ce soit M. Mbandakani, que ce soit n'importe qui, que les Camerounais aient l'eau, qu'ils aient l'électricité, qu'ils aient les routes, qu'ils aient les écoles, qu'ils aient les hôpitaux, il n'y aura pas de problème. C'est ça le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que le système de gouvernance qui est en place ne prend pas en compte les intérêts des Camerounais. Donc voilà pourquoi les gens peuvent s'attarder sur les nominations. Parce qu'en réalité, si les gens étaient épanouis et les jeunes avaient de l'emploi, les gens n'étaient pas dans une extrême misère et pauvreté, on ne serait pas là à débattre sur les questions de nomination. On s'en foutrait très bien. Merci à vous, Thierry. Oui, je pense qu'on devrait aller au-delà. Pour moi, passer une heure à ergoter sur un sujet comme celui-ci ne devrait pas avoir de sens, à mon sens, parce que, excusez la redondance, parce qu'il y a des sujets plus importants. Thierry Diffen l'a souligné tout à l'heure, il y a le problème de la crise anglophone, vous avez dit qu'on n'en évoquerait pas. On en a parlé hier pendant 1h30. Il y a par exemple, je vous rappelle que nous sommes en plein mois de décembre. Vous qui êtes journaliste, vous qui êtes responsable et qui encadrez des rédactions, vous avez envoyé des gens sur le terrain. Qu'est-ce qui revient du terrain? Quand vous faites vous-même vos emplettes, qu'est-ce qui vous revient du terrain? La vie s'est presque arrêtée au Cameroun. Le Cameroun a des vrais problèmes. Aujourd'hui, je doute fort qu'il y aurait plus de la moitié des Camerounais qui mettront la marmite au feu pendant cette fête de fin d'année. Voilà les vrais problèmes. Et les Camerounais ont besoin de solutions. Et pour trouver ces solutions, on ne peut avoir des yeux rivés que du côté de Yaoundé où se trouve le président de la République, qui, à mon sens, est presque aphone. Et on a comme l'impression que l'inertie est en train de prendre des proportions insoupçonnables, insoupçonnées, que si ça continue ainsi, la clameur, au-delà de la clameur, la marmite qui bout, la marmite sociale qui bout, pourra un jour exploser. Et c'est ce qui nous a entraîné en février 2008, lors des émeutes de la faim, parce que les Camerounais n'avaient plus la capacité de mettre la marmite au feu. Je vous rappelle en même temps que la crise, oui, pour chuter, que la crise des gilets jaunes, comme on les appelle du côté de la France, est née juste des impôts, en fait, d'une taxe supplémentaire que les gens n'ont pas accepté d'une manière ou d'une autre. Et c'est le cas au Cameroun, avec la nouvelle loi des finances qui a été promulguée, alors qu'elle prévoyait les chantiers de la CAN, une CAN qui a été annulée. Mais le chef de l'État a quand même promulgué cette loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, ce qui est une grosse incongruité. La promulgation de la loi a été faite avant l'annulation de la CAN. Alors, non, on va pas revenir là. On va pas revenir sur ce sujet. On va revenir sur ce sujet, s'il vous plaît. Le Sénat a adopté la loi. S'il vous plaît, non. On va pas revenir là-dessus. Non, il faut quand même rectifier. Voilà le débat des Camerounais. Nous sommes la nuit de la CAN. Les infrastructures qu'on va construire appartiennent au Cameroun. C'est ça le débat du Cameroun. Non, permettez-moi de donner ce dernier pour faire une audit. Parce que vous savez ce qui s'est passé. On va parler de l'audit. Milliards, on parlera de cette audit dans notre émission. Vous le rapport entre l'audit et le budget. Audit ou pas. S'il vous plaît, Thierry Nopé. Audit ou pas, les infrastructures s'appartiennent au Cameroun. C'est normal de voler. Je suis pour que, respectez-vous mon cher ami, respectons-nous. Je suis en train de vous dire que les infrastructures là c'est pour le Cameroun. L'audit, c'est pour savoir comment les fonds ont été gérés. Les infrastructures, c'est autre chose. C'est pour le Cameroun, ce n'est pas pour la CAN, ça va rester au Cameroun. Dans le débat, si on veut le faire sérieusement, qu'on le fasse. Qu'on le fasse. Moi, je suis souvent amusé. Je ne m'inscris pas dans l'anglo-saxonie primaire, qui est la mode maintenant au Cameroun. On me parle d'un juge américain qui casse les décisions du Sénat. Mais tout le monde sait que les États-Unis, qui sont des dynasties financières, et que le lobby gouverne là-bas.
L'argent règne là-bas. Donc le même juge qui casse pour le président parce qu'il est d'un bord qui est contre le président va se taire devant la dictature des lobbies financiers aux États-Unis. Donc de quoi est-ce qu'on parle? On tue des Américains matin, midi, soir comme des oiseaux. Le lobby d'armes s'impose à tous les partis politiques. C'est même elle qui écrit les lois qui sont votées par les députés. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le lobby, c'est quoi? On écrit une loi, le député est élu par le lobby, on écrit, il va se remporter là-bas au Parlement. C'est une légalité chez eux. Voilà. Donc pour dire que nous prenons, c'est bien de me rappeler que nous ne prenons pas que l'exemple, mais nous n'exagérons pas aussi en magnifiant n'importe quoi. Je reviens pour dire que moi, je ne suis pas un pessimiste, mon cher Moutomé. Je ne suis pas un pessimiste. Surtout quand on a fait le fond d'une démarche politique. Ça nous rattrape toujours. Tous les pays où les gens se sont livrés à ce qu'on appelle l'anti de celui qui était présent. Prenons le cas en Afrique. Quand ceux-là ont pour le pouvoir, regardez leur incompétence. Regardez leur incompétence. Pourquoi? Parce qu'ils ont individualisé les contradictions systémiques d'un pays. C'est quand même une honte de me faire croire que Paul Biya est plus fort que tous les Camerounais. Ils nous dépassent tous. C'est une honte. Moi, je ne peux pas assumer ça. Ouais, pourquoi il ne peut pas dire que le problème du Cameroun, c'est M. Biya? Nous, allons faire quoi? Qu'est-ce que nous on fait? Il faut qu'on réfléchisse comment est-ce que quelqu'un comme prétend être le mal de ce pays nous gère pendant 36 ans. C'est une réflexion anthropologico-politique. Elle va même très loin. Donc, pour dire que moi, je ne peux pas accepter le jour où on me dit que tout est gâté. Tout est pourri. Donc, tous les Camerounais sont pourris. Tout est gâté, tout est pourri. Alors pourquoi on veut donc changer quoi? Si tout est pourri, on s'appuiera sur quoi pour changer? Si tout est pourri. Non. Moi, je dis, je maintiens notre posture qui est claire. Elle est une posture difficile, mais je l'assume. Parce que je me démarque de l'antibéisme primaire et d'un criticisme sans projet, vulgaire et vide, pour dire qu'il y a des acquis absolus dans ce pays. Je me battrai pour le défendre. Eh bien, c'est évident. Si on refuse de le voir, c'est un problème. Moi, je termine. Je ne suis pas du RDPC. Je n'ai jamais été dans un gouvernement. J'ai soutenu le président pour des raisons que tout le monde connaît. Maintenant, si on fait semblant de ne pas voir que le président a été élu par une majorité écrasante, je dis bien écrasante. Alors, on ne va pas revenir là-dessus. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. S'il vous plaît. Vous voulez continuer voilà. Il a été élu par une majorité écrasante. Je comprends. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette élection peuvent critiquer, mais n'oubliez pas qu'il est constamment élu par une majorité des Camerounais. Merci beaucoup à vous. Alors, c'était le premier sujet sur l'administration camerounaise et notamment ces nominations qui peuvent être considérées comme des signaux pour les uns et pas pour les autres, notamment au niveau de l'INAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, à Camtel, et même à la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Il y a des jeunes qui sont rentrés à gauche et à droite. On l'a assumé et on l'assumera. Il y a des acquis à préserver pour cette jeunesse qui a également à approuver. Notre deuxième sujet va porter sur les projets structurants. Plusieurs ont été mis en place par le président de la République et l'ensemble de son gouvernement. Mais ces projets tardent véritablement à prendre corps sur le terrain. Permettez que je commence toujours par le journaliste sur le plateau, Thierry Niopin. On le sait, hein. Mais en même temps, le président Mbadaka ne niera pas le fait que non, tu es mon ami. Des amis aussi. Bien sûr. En même temps, je suis fier. Nous lui glisser au passage quelques pots de banane. Ce qui me plaît quand je l'écoute, moi je suis historien du présent. Vous avez le droit, monsieur. Et du passé. Mais il saura que je détiens encore des archives où M. Mbandakani violemment, je vous rappelle. On va pas revenir là-dessus. On est sur le sujet des projets structurants. Je nous répondrai. Juste pour glisser. Non, on ne glissera pas de pot de banane ce soir. On est sur les projets structurants. Je suis ravi quand même que les uns et les autres aient quelque peu évolué dans leur raisonnement, parce que d'une manière ou d'une autre, rien n'est toujours tout noir comme rien n'est toujours tout blanc. Il faut savoir donc, il y a plusieurs théories. Il y a la théorie du verre à moitié plein et la théorie du verre à moitié vide. Ça dépend de là où on se trouve. Pour ce qui est des projets structurants, il est clair que ces projets ne donneront rien parce qu'ils ont même été mal conçus. Vous savez, vous avez écouté l'un des meilleurs. Bon, c'est vrai, c'est assez discutable, mais à mon sens, au regard de son discours, M. Célestin Bedzigi, qui a tenu des discours assez importants pour ce qui est des projets, notamment celui de l'homme Panga, de Mvele et des autres. Je vous rappelle que ce sont des projets qui ont été mal conçus au départ. C'est la raison pour laquelle ces projets piétinent. Il y a un ministre de la République, M. Basile Tanganakuna, qui est aujourd'hui
qui fait partie des membres du gouvernement actuellement écroué à la prison centrale de Kounengi pour des malversations économiques. Vous avez lu le rapport qui a été adressé à M. Atanganakuna à l'époque par le professeur Séraphin Magloire, en fait, secrétaire général adjoint des services du Premier ministère, où il demandait à M. Basil Atanganakuna, pour information au Premier ministre, d'expliquer les rallonges de plusieurs dizaines de milliards sur des projets structurants, notamment Mvele, Lompanga et les autres. Voilà donc, parce qu'on s'est rendu compte que l'argent qui avait été débloqué pour ces projets-là n'a réellement jamais servi pour ces projets-là. Donc des gens utilisent, comme c'est le cas pour les chantiers Lacan, que vous le vouliez ou pas, reviendront toujours au devant de la scène. Donc des gens utilisent des stratagèmes, des techniques, multiplient des stratégies pour piller davantage le contribuable camerounais, spolier l'État du Cameroun. Vous avez lu le rapport de la Banque mondiale tout récemment au niveau de la malgouvernance au Cameroun. Mais non, c'est ahurissant de savoir que les choses sont gérées de la sorte. Ça fait mal de savoir que ceux qui nous dirigent, ceux qui gouvernent ce pays, le gèrent très mal. Parce que, qu'ils le veuillent ou pas, la postérité que nous représentons et que nos enfants vont représenter d'une manière ou d'une autre, payera le lourd tribut de la mauvaise gestion et de la mauvaise gouvernance actuellement en cours au Cameroun. Qu'est-ce qui freine réellement l'évolution de ces chantiers, de ces projets structurants? Ils sont plusieurs qui sont en cours. C'est la malgouvernance qui freine l'évolution de ces chantiers. Et la malgouvernance se décline sur plusieurs aspects. Il a essayé de donner les détails de la conception, de la vision d'abord, de la conception, de la mise en œuvre effective des 10 projets. Donc, si vous avez des gens qui ne pensent qu'à s'enrichir sur le dos des Camerounais, il est évident qu'aucun projet véritablement, aucun projet dit structurant ne va prospérer. Et remarquez bien que la majorité de ces projets mettent tellement de temps à sortir de terre pour ceux qui finissent par en sortir que lorsqu'ils sont réalisés, ils sont dépassés. Donc si on vous dit que en 2010, on avait un déficit par exemple je prends un exemple comme ça de 200 watts, 200 kilowatts ou mégawatts, on vous dit qu'il faudrait faire ça en 2010, vous le faites en 2018, les besoins ont triplé, ont même quadruplé. Donc finalement, ça vient comme un goutte d'eau dans la mer et puis ça ne résout de façon justement structurelle aucun problème. Parce qu'il y a le problème fondamental qui est celui de la vision, qui est celui de la gouvernance. Et qu'en réalité, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou pas, le principal responsable, c'est M. Biya. Parce que, oui, finalement, si M. Biya avait fait le suivi, avait fait ses conseils de ministre toutes les semaines, il saurait qu'aucun stade ne pouvait être prêt pour décembre. Il le saurait s'il avait suivi les dossiers. S'il était allé sur les chantiers, il n'est même pas allé au stade qui porte son nom, par exemple. Donc voilà un peu comment les projets structurants sont plombés. Vous comprenez un peu, parce qu'il y a la malgouvernance, il n'y a pas de suivi et on laisse pourrir les choses parce qu'en réalité, le détournement massif de fonds et la corruption sont un peu comme le carburant de ce système. C'est ça qui alimente le système. Et M. Biya le sait, c'est pourquoi il laisse pourrir les situations pour, après maintenant, venir en sauveur, essayer de colmater un peu les brèches. Mais en réalité, le problème est profond. Alors, et c'est lui le vrai problème. Le problème est profond. Vous pensez que c'est le président Biya qui constitue le problème, mais il faut dire que plusieurs projets structurants ont été lancés sur l'ensemble du pays. Douala en a bénéficié, notamment les pénétrantes Est et Ouest qui sont opérationnels. Le second pont sur le fleuve Vori qui est opérationnel, même si on attend encore l'inauguration de ces structures, mais qui, même volé Lompanga, certains sont sortis de terre. Le port de Kribi est sorti de terre. Ça a beaucoup de mal à démarrer véritablement. Mais pourtant, il y a d'autres projets qui sont en cours et qui ont déjà même trouvé des financements, notamment le barrage de Nakchigal. Est-ce qu'on doit pouvoir continuer à initier des projets alors qu'il y a des projets qui ont été lancés, qui n'ont pas été finalisés et qui ont du mal à véritablement apporter la solution aux Camerounais? Permettez-moi de rassurer mon ami Nyopin, c'est important. Lui dire que j'assume totalement mon soutien au chef de l'État. Totalement. Et on ne m'impressionne pas avec les SMS et la fouille des poubelles. Parce que vous avez aussi des poubelles qu'on peut fouiller. On ne va pas rentrer dans ce débat. Non, non, je voulais lui rappeler ça parce que c'est pas lui qu'on va appeler l'élégance.
élémentaire quand on fait un débat. Donc, il me connaît très bien, on ne m'impressionne pas avec les choses comme ça. Et puis quand vous regardez ce que vous appelez l'opposant aujourd'hui, je peux m'associer à des gens comme ça. L'opposition, c'est une notion trop sérieuse pour être réduite à ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord, on a compris cela. Je vais aller rapidement. Vous savez, c'est important parce que je connais tout ce qui se passe, je connais ça. Pour dire que nous sommes, je me considère comme un authentique opposant. Je ne me pose pas à un homme. Je me pose à un système qui dure bientôt plus de 1000 ans et qui écrase les Africains. 1000 ans. On ne trouve pas de solution. Bon, individualiser les contradictions d'un pays parce qu'on découvre les charmes d'une contestation tribunicienne, c'est bien. Moi, j'ai fait ça il y a 20 ans. Comme elle a dit, pas, il faut évoluer et prendre en charge l'évolution globale du pays. Maintenant, pour revenir à votre sujet, c'est comme si vous demandez parce qu'un bébé tombe, il faut l'empêcher de marcher. Non, c'est non. Quand on dit ce que tout le monde dit, on ne dit rien de nouveau. Donc je ne vais pas répéter les chansons habituelles sur la corruption, tout ça, qui est systématique. C'est un fait, tout le monde le connaît. Moi, je reste sur la pertinence de ces projets. Même s'ils traînent, ces projets sont pertinents. C'est-à-dire que la nécessité de mettre en place des projets structurants ne peut être contestée par personne. Vous vous souvenez, pendant la campagne, je m'amusais sur le plateau à interpeller les contradicteurs en leur disant « Allez-vous annuler ?» Aucun n'a osé le dire. Donc la pêche, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je fais toujours la part entre le bon grain et le vrai. Parce que bon, il y a trop de gens qui font très bien le jeu d'insulter, de critiquer. Quelqu'un peut décider de faire autre chose, d'approfondir, comme j'appelle les acquis. Ces projets sont pertinents. Sur le plan, par exemple, de l'énergie, on n'a pas le choix. Vous voulez faire que l'économie, si vous n'avez pas d'énergie. Si les projets sont mal montés, il faut qu'on les corrige. Effectivement, au niveau du cadrage, au niveau du phasage même, cadrage, phasage, il y a des erreurs graves. Au-delà de la corruption dont parle mon ami Jiffen, à juste titre d'ailleurs, même au niveau du cadrage, du phasage, il y a des erreurs graves. Mais est-ce que pourtant vous allez arrêter le projet des barrages? On a besoin d'électricité. C'est le plan économique. Sinon rien ne marchera dans ce pays. On en a besoin. Et je me réjouis qu'on soit passé d'un déficit de 933 MW. Aujourd'hui, on a produit en plus 550 MW. En plus, c'est rien pour certains, mais c'est déjà ça. Moi, j'encourage ça parce que ça va profiter. Ça va faire avancer l'économie, même si c'est d'un demi%. Moi, je suis positif. Ça va encourager. Les projets qu'on est en train de faire, tous ces barrages-là, il faut les faire. Maintenant, pour venir sur le cas précis de Nachikal. Moi, je vous dis, la manière dont la structure du capital est montée, moi, ça m'inquiète sérieusement. C'est le projet de Nachikal. 800 milliards. Non, au-delà de ça. Qui est actionnaire? Voilà, il a compris. Qui est actionnaire? C'est ça, c'est ça. C'est inquiétant. Qui est actionnaire? C'est ça, c'est-à-dire que quand vous regardez, on vous dit une grosse partie, très minoritaire. Le Cameroun est très minoritaire. C'est la société française, comment elle s'appelle, EDF, qui est majoritaire. Et après, on vous une société, on invente une société qui peut être un masque pour blanchir de l'argent, pour comment dire ça, pour reconvertir l'argent volé au Cameroun dans ces circuits-là, justement, et les reprendre. Non, mon cher Thierry, j'ai dénoncé la commission il y a 20 ans, tu le sais. Je ne vais pas répéter ce que tout le monde dit, ce n'est pas une performance. Je suis en train de dire simplement que ces projets sont pertinents. L'idée de ces projets, leur nécessité, on en a besoin. Nos infrastructures avaient vieilli. Elles avaient épuisé leur cycle, tout le monde le savait. Moi, j'ai déjà animé la campagne de délestage. À l'époque, quand je l'animais, ça n'intéressait personne. Hein, où j'ai posé ce problème d'énergie contre vents et marées, en faisant des marches où on venait nous brutaliser. Pendant ce temps, les gens buvaient la bière. Non, il y a plusieurs, il le sait. Donc, pour dire qu'on a posé ça il y a au moins 10 ans aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, nos infrastructures avaient vieilli. Et si on ne faisait rien, c'était l'effondrement total de notre économie. Donc, il nous faut un nouveau cycle de performance infrastructurelle qui rend nécessaire les projets structurants. Moi, je suis d'accord avec eux pour dire qu'il faut rapidement reprendre en main la maîtrise de ces projets. Au niveau de leur phasage, au niveau du cadrage, et au niveau une affaire comme Nachikal. Pour moi, c'était un scandale de voir qu'une affaire comme ça, l'État du Cameroun est extrêmement minoritaire. La société financière qui est entre EDF France et l'État du Cameroun, on ne sait pas. C'est une nébuleuse dont personne ne maîtrise les tenants et les aboutissants. Ça ressemble à une société ici qui est arrivée ici, Actis, qui jusqu'aujourd'hui, je peux terminer, qui jusqu'aujourd'hui pose problème parce que la structure actionnariale est une nébuleuse. Il faut qu'on voit ça.
D'accord. Alors, Thierry Nopé, il nous reste très peu de temps avant la fin de ce programme pour cette problématique sur les projets structurants. On a compris où se trouve le problème au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a possibilité de résorber ce problème et de faire finalement aboutir ces projets structurants? Mais on l'a dit, vous voulez qu'on ajoute quoi? C'est un problème de gouvernance. Que les gens comprennent enfin que le Cameroun n'est pas leur propriété, que le Cameroun est une affaire de tous, c'est la gestion de la chose publique, la res publica. Tant qu'on n'a pas encore compris cela, malheureusement ceux qui sont là, on aura beau rigoter sur des plateaux de télévision, les choses ne changeront pas. C'est un problème systémique. Il faut, à mon sens, balayer tout ce système. Mais si le président de la République... Même si on balaye un système, il y a quand même des acquis sur ce système. Il y a des acquis. Il est clair que les projets structurants sont bien. On n'a pas dit le contraire. C'est magnifique parce que cela apportera nécessairement quelque chose. Il est clair quand même, il y a également un problème de réorientation. Parlant de l'énergie, il y a l'énergie éolienne qu'on n'a pas beaucoup regardé, il y a l'énergie solaire. Ce sont des nouvelles formes d'énergie qui peuvent bien évidemment nous aider, nous accompagner dans cette voie-là. Mais je dis, tant qu'on n'a pas mis des gens qui aiment ce pays dans la gestion des affaires de ce pays, les choses ne changeront pas. On aura beau changer même le système, mais il faudrait quand même que les Camerounais comprennent, en fait que les Camerounais aient l'amour de ce pays. Je crois qu'à partir de là, les choses vont quelque peu bouger. Oui, monsieur Djiffel. Oui, en réalité, personne ne peut être contre la mise en œuvre des projets, des grands projets. Seulement, le Cameroun, dans la situation actuelle, ne peut même pas véritablement financer des projets, je vais me répéter, véritablement structurants. Parce que ça nécessite de très lourds financements. Et la signature... On a souvent fait l'objet d'accords de prêt ou alors d'aller chercher les fonds à travers des emprunts obligataires. Mais on emprunte combien? 125 milliards par-ci, 100 milliards par-là. Pour la plupart, les financements sont bouclés. Ne peut pas lever 5 000 milliards de francs CFA, par exemple, sur le marché pour construire véritablement un réseau de transport, de production, de transport d'énergie et de transport et de distribution d'énergie. Donc, les financements lourds et massifs dont nous avons besoin, la signature actuelle du Cameroun ne permet pas qu'on puisse les lever parce que, effectivement, il y a des problèmes de gouvernance. Les gens ne font pas véritablement confiance. Quand je dis les gens, je parle globalement pour investir au Cameroun. Donc, nous allons faire des projets Natigal 200 MW, machin, etc. Mais on a un potentiel, le deuxième ou le troisième en Afrique, en termes de potentiel hydroélectrique, que nous n'exploitons pas. Et effectivement, si on produit 500 MW, c'est bien, ça va permettre quelque chose. Mais pour que le Cameroun se lève véritablement, on a besoin de mettre en œuvre les projets de façon efficace et efficiente. On ne peut pas prendre 10 ans pour construire un pont. On ne peut pas prendre les mainvelets, etc. sont pensés depuis 83, 85 pour d'autres. Avant même pour ça. Donc, vous voyez, on ne peut pas prendre autant de temps pour mettre en œuvre des projets qui sont vitaux pour le développement de la nation. Donc, entre-temps, personne ne se pose la question de savoir comment vivent les Camerounais. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Les Camerounais vivent comment? Ils doivent effectivement bénéficier des retombées de ces projets. Et pour ça, il faut les mettre en œuvre avec une extrême diligence, avec une extrême honnêteté et avec du patriotisme, comme on a dit. Merci beaucoup. Non, rapidement. Quand on parle de problèmes systémiques, il faut aller au bout du concept. Les problèmes de l'économie camerounaise ont une part endogène, mais une grande part exogène. Le blocage des forces productives dans les pays africains ne dépend pas du président. C'est une histoire, ça dure bientôt plus de 1000 ans. C'est ce que je suis en train de dire. Donc il faut faire comme si on oublie ça. Et le problème de la personne, c'est que non, c'est la mal-gouvernance. Je n'aime pas le mot mal-gouvernance, je préfère la mauvaise gestion. Parce que mal-gouvernance, c'est un concept inventé par ceux-là, justement, qui ont bloqué les structures productives des pays africains par la violence et par la construction unique d'un système international dangereux et injuste. C'est clair. Quand on me parle de signature de l'État qui n'est pas crédible, on parle de quelle crédibilité? Qui détermine la crédibilité d'une signature étatique? Ces structures-là, si on prend la Banque mondiale et les autres, donc ce sont des structures philanthropiques qui veulent le bien des pays où ils mettent de l'argent. Non, Djiffel le sait très bien, il faut arrêter ça. Le système international s'est diversifié. Il y a des changements géopolitiques, il y a des partenaires importants dans le monde comme la Chine. Et vous croyez que la Chine va s'engager dans un pays quand je ne crois pas à la crédibilité de la signature de ce pays-là?
Le président du Cameroun est l'un des rares chefs d'État quand il va en Chine et reçu directement par le président de la République. Vous savez pourquoi? À cause d'un partenariat stratégique signé avec la Chine. Et les prêts que la Chine nous fait, je mets au défi de les comparer avec les prêts antérieurs de ce pays. Donc, le Cameroun est en train de construire ces projets, les projets structurants. Je suis d'accord qu'au niveau du cadrage, du phasage, il y a des erreurs graves, il y a des gens, des mauvais gestionnaires, il faut les sanctionner violemment, mais j'ai dit que dire ce que tout le monde dit, il faut laisser ce que le disait bien de le dire. Alors, donc, moi, cette affaire de la crédibilité de l'État du Cameroun ne se pose même pas. D'ailleurs, même ces bailleurs de fonds traditionnels, mais ils travaillent avec le Cameroun. Nous sommes sans justement, hein. Ils ont bénéficié même de facilités élargies, là, de crédit, comme vient d'avoir, une centaine de milliards. Donc, c'est pas... Non. C'est vous qui avez parlé de la crédibilité, la certitude de l'État. Je vous en prie. Je vous en prie. Non. Je vous en prie. D'autres pays africains ne font pas mieux. C'est ça le problème. En termes de levée de fonds. Donc, c'est un problème structurel lié à l'Afrique. Oui, et lié la faute au système international que vous protégez en vous basant, en centrant tout sur les responsabilités internes, en protégeant l'externe qui sont vos parrains. Et c'est ce qui me différencie de ces opposants-là qui ont cette démarche-là. Donc c'est clair. Merci à vous sur le plateau. On va prendre ces quelques SMS pour clôturer ce programme. Et avec la complicité de la réalisation, on va demander 3 minutes supplémentaires pour lire quelques SMS. Alors, monsieur Christian Mongo nous envoie ce SMS. Pour ce qui est des problèmes des projets structurants, 1. La planification y compris le financement. Beaucoup de ces projets sont annoncés beaucoup trop longtemps avant d'entrer en phase de planification. 2. Le financement, où les financements sont laborieux, souvent la part exigée de l'État a beaucoup de retard. La lourdeur de notre administration, ajoutée à la corruption rampante, freine le processus de réalisation des projets et puis les capacités des administrations en management de projets en tant que discipline demande à être renforcée. C'est Christian Mongo qui nous a envoyé ce SMS. Un autre qui nous a envoyé le SMS, c'est Jules Temgwa de Douala qui pense que tant qu'il y aura des mercenaires dans le système de BIA qui continue à nous montrer que tout va bien dans ce pays, on ne pourra pas véritablement parler d'indépendance du Cameroun. Il faut pour lui arrêter de lécher les bottes du chef, mais changer radicalement de mentalité pour aboutir à un Cameroun meilleur où ces projets structurants sont menés à terme et pour le bien-être des Camerounais. C'est le même système qui continue. Nul ne peut tout d'abord travailler. On ne va pas revenir sur les SMS en rapport avec le jeune, mais par contre, il y a des SMS qui pensent que notre pays, malgré tout ce qui est fait, continue de vivre le système de délestage. Plus de 10 ans après la mise en route ou le début de construction de plusieurs projets, il faut véritablement changer les choses. Merci pour l'éclairage du grand frère Thierry Niopé sur le plateau. Et il pense que le gouvernement de la République doit davantage être rigoureux pour ce qui est de la mise en œuvre des projets structurants. Et cela permettra certainement au Cameroun aux Camerounais de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces projets qui sont mis en œuvre. Donc voilà quelques SMS que nous avons pu retenir. La plupart des autres SMS qui arrivent portent essentiellement sur le premier sujet et où on ne va pas en revenir de longtemps là. On voudrait dire merci à nos panélistes ce soir. Thierry Niopé, merci. C'est un plaisir. J'espère que je serai convié une fois de plus pour discourir. Si votre emploi de temps le permet. Je l'espère bien. Merci encore à vous Thierry Ndifen. Merci et surtout tous nos hommages à Madame Kawala. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, j'espère que vos téléspectateurs et téléspectatrices ont puisé quelque chose de ce que nous avons pu dire ce soir. Beaucoup ce soir, beaucoup. Félicite encore la participation de chacun d'entre vous sur ce plateau. Présent, merci encore. Vous voyez que j'étais très élégant de faire un débat avec Jiffen, même comme son parti, la tendance dont il se réclame est dans l'illégalité. Donc moi j'ai de la galanterie. Hein. Merci encore à vous, messieurs. Merci à nos téléspectateurs à la maison. Votre humble serviteur a quelques soucis de santé, mais cela n'empêche pas tout de même sa détermination et sa volonté à vous apporter des éclairages chaque soir dans le cadre de Tout au clair. On vous retrouve demain 21h pour une nouvelle problématique. Bonsoir.